Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. En 1977, sur France Culture, la communauté des radios publiques de langue française rendait hommage, de son vivant, au grand linguiste Roman Jakobson en lui consacrant une série en 15 émissions. Une série dont nous reprogrammons tous les numéros, à l'exception du 13e qui, hasard ou superstition, est aujourd'hui introuvable. Dans chacun d'entre eux, produit par Robert et Rosine Georgin, on pouvait entendre Roman Jakobson et aussi un ou plusieurs invités éclairant tel ou tel aspect des travaux de Jakobson et plus généralement de la linguistique. Parmi ceux qui intervenaient au fil des numéros de cette série, citons notamment Tzvetan Todorov, Roger-Paul Droit, Jean-Pierre Faye, Roland Barthes, Claude Nougaro, Henri Laborie, Jacques Lacan et, dans la première émission, le linguiste et philosophe Jean-Claude Milner. Un premier volet de la série qui s'appliquait à rappeler de quelle importance était l'étude de leur langage pour comprendre les hommes. Hommage à Roman Jakobson, première d'une série de 14 émissions, Il importe d'être linguiste, diffusée la première fois le 8 octobre 1977 sur France Culture. La communauté radiophonique des programmes de langue française présente Roman Jakobson, première émission, Il importe d'être linguiste, avec des déclarations de Roman Jakobson, Jean-Claude Milner, Robert Georgin, et des textes de Rémi Chauvin, Noam Chomsky, Jacques Lacan, Leibniz et Stéphane Mallarmé. Une émission de Robert et Rosine Georgin. L'analyse exacte de la signification des mots ferait mieux connaître que toute autre chose les opérations de l'entendement. Les langues sont le meilleur miroir de l'esprit humain. Cette phrase de Leibniz situe très précisément l'importance du langage et par voie de conséquence l'importance de la discipline qu'il étudie, c'est-à-dire la linguistique. L'identification virtuelle des procès linguistiques et mentaux est un fait, même si l'on est fondé à distinguer théoriquement l'intelligence et le langage. Dans la pratique, nous n'arrivons à mesurer l'intelligence que par le biais du langage et force est bien de constater que la langue est absolument ce qui distingue l'homme de l'animal. On peut dire que le langage est la racine du lien social. La société s'articule autour de ces deux pôles de l'activité symbolique humaine, qui sont d'une part le langage parlé et d'autre part le langage écrit. Au seuil de cette série d'émissions consacrées au grand linguiste Roman Jakobson, il importait de le rappeler. J'ai eu plusieurs occasions de dire que il y a deux stades dans le développement de la langue humaine. On peut représenter les événements sous deux aspects. L'homme crée la langue, ou bien la langue crée l'homme. Ça, c'est un moment du développement des êtres vivants. Un moment très important. J'ai dit que du point de vue chronologique, c'est la seconde révolution substantielle. La première révolution, c'est la sexualité. Ensuite vient l'intercourse, comme on dit en anglais, l'intercourse verbal. C'est sûr qui a employé ce mot anglais pour le langage, qui demande déjà une société. Et on peut dire, comme l'a fait d'ailleurs Benveniste, c'est le langage qui crée la société, c'est la société qui crée le langage. Il y a les deux choses. Mais ça, c'est le langage parlant. Et puis après, l'homme parlant, le sujet parlant, vient le sujet lisant et écrivant. C'est un nouveau stade qui n'exclut pas le fait de parler, mais il y a déjà une dualité. Et dans cette dualité,
le terme marqué, c'est l'écriture. Et je ne vois pas la possibilité d'étudier le langage parlé sans étudier le langage écrit, s'il s'agit d'une communauté où l'écriture existe. C'est une superstructure très importante. Et d'autre part, il faut dire que je suis d'accord avec les sociologues comme le norvégien Rokkan, qui disent que, en principe, c'est la frontière entre l'anthropologie et la sociologie. Que l'anthropologie s'occupe surtout de l'homme parlant, des sujets parlants, tandis que la sociologie s'occupe surtout des sociétés où l'écriture joue déjà un rôle essentiel. Peut-être, ce n'est pas absolument exact, que là il y a beaucoup de glissements entre la sociologie et l'anthropologie, mais quand même c'est une chose à réfléchir. Que la société qui, à côté du langage parlé, a aussi le langage écrit, est un autre type de société. Le phénomène de l'écriture ouvre des nouvelles perspectives parce que, d'une part, c'est un langage conservé. Vous l'avez dit, les mots ne restent pas. Vous l'avez écrit, les mots restent avec eux. Ce ne sont pas des éléments qui disparaissent quand on cause. Et ce qui est important, c'est que dans le langage parlé, on n'a que le facteur temps, que la séquence dans le temps, la suite dans le temps. Tandis que dans le langage écrit, on a également l'espace. Vous voyez ce qui est écrit, et c'est très important. Les mots ne disparaissent pas. Vous pouvez les regarder de nouveau. Vous pouvez aller d'un côté vers l'autre, vers le passé, etc. Vous avez devant vous une page. Ça, c'est très important, ce facteur. Maintenant, une chose qu'il ne faut pas exagérer, il ne faut pas se dire que le langage parlé, le langage oral, semble disparaître. Je ne dirais même pas que nous sommes maintenant dans une époque de la prédominance du langage écrit. On pourrait le dire plutôt à propos de la fin du XIXe siècle. À présent, avec la radio et la télévision, on est de nouveau devant un rôle énorme du langage parlé. Et je peux citer que dans certains pays, comme les États-Unis, on écoute la radio ou bien on surveille la télévision beaucoup plus qu'on lit. C'est un phénomène social d'une importance énorme. Et la même chose dans beaucoup de pays. Alors c'est un fait très très important qu'il y a eu un moment où la parole orale n'a pas eu de diffusion dans l'espace, de la diffusion immédiate dans l'espace. C'est tout à fait un nouveau rôle du langage oral. Dans le cas du langage, il est naturel de s'attendre à une relation étroite entre les propriétés innées de l'esprit et les traits de la structure linguistique. Car le langage n'a après tout pas l'existence hors de sa représentation mentale. Quelles que soient ses propriétés,
Elles sont liées aux processus mentaux innés de l'organisme qu'il a inventé et qui les réinvente à chaque génération, en même temps que les propriétés associées à ces conditions d'utilisation. Il semble que le langage soit une sonde très utile pour explorer l'organisation des processus mentaux. Cette citation est de Chomsky. De Leibniz à Chomsky, en passant par Jacobson, la convergence est donc flagrante. Pourquoi la langue est-elle un moyen privilégié pour l'étude de l'intelligence et quelles conséquences peut-on en tirer? Robert Georgin répond. Certes, la langue est le miroir de l'intelligence. L'étude des surdoués, par exemple, on appelle surdoués les enfants supérieurement intelligents, l'étude des surdoués a prouvé qu'il y avait corrélation entre le niveau de l'intelligence, d'une part, et, d'autre part, l'aptitude à manier les catégories grammaticales, la richesse du lexique, l'inventivité dans le discours, etc., etc. Mais il faut prendre garde que la langue est parfois un miroir déformant. On a notamment constaté ces dernières années qu'il y avait faux et vrais surdoués. Les faux surdoués sont des enfants qui, pour des motivations psychologiques, collent éperdument à l'image que la société se fait de la réussite sociale. Ce sont quelquefois les foranthèmes qui sortent premiers de leur promotion en Polytechnique, qui font une carrière professionnelle étourdissante et qui s'écroulent quand ils cessent d'être les brillants seconds pour devenir le numéro 1 responsable de la décision en dernier ressort. Les psychiatres citent volontiers un exemple historique de faux surdoué, c'est Saint Louis, quasiment béatifié de son vivant, cité comme le modèle des rois très chrétiens et qui fut probablement un débile mental léger, soumis à la tutelle d'une mère tyrannique. Il rend au roi d'Angleterre et au roi d'Aragon des territoires qu'il aurait pu sans difficulté conserver, il organise de croisades parfaitement superflues, et il s'applique à lui-même sous prétexte de pénitence des punitions corporelles à relents sadomasochistes, ce qui n'empêche pas la chrétienté tout entière de croire qu'il tient un éminent discours de sagesse et de sainteté. Cet exemple prouve qu'intelligence et langage ne peuvent se confondre, même si, dans la pratique, il est pour l'instant encore impossible de les distinguer. Reste que le langage constitue l'extrême degré du raffinement dans ce que le cerveau humain a de spécifique par rapport à tous les autres cerveaux, à savoir le néocortex. On sait que l'apprentissage du langage exige que l'enfant soit plongé dès sa naissance dans un milieu social humain. Si l'enfant élevé par des loups ne parvient pas à parler, c'est parce que les cellules cérébrales qui commandent l'activité du langage se sont définitivement atrophiées, faute de contact humain d'ailleurs. Mais on sait moins que deux enfants, élevés ensemble, en dehors de tout contact humain, réinventeront spontanément une langue nouvelle pour correspondre entre eux. Et le cas a été noté en 1903 près de Copenhague. Une jeune femme avait eu, en dehors du mariage, 2 jumeaux qu'elle abandonna à une vieille tante sourde et muette. Et les enfants, 2 garçons, furent élevés en dehors de tout contact humain dans une campagne perdue. Quand on les découvrit, ils étaient dans un tel état de délabrement qu'on les confia à un orphelinat et on constata alors qu'ils parlaient entre eux une langue inconnue. Le linguiste Jespersen fut alerté, mais malheureusement trop tard car les enfants étaient déjà en voie de scolarisation et le danois avait en quelque sorte perverti leur langage premier. Néanmoins, cet exemple prouve à quel point le langage est intimement lié à l'exercice de l'intelligence humaine, puisqu'il est spontanément réinventé par des enfants lorsqu'il fait défaut à l'entrée dans la vie. Quand Jespersen les observa, il pouvait comprendre des phrases assez longues en danois. « Prends le tabouret et mets-le dans la chambre auprès du poêle. » Mais il n'arrivait guère à le parler. Caché derrière une porte, Jespersen les écouta.
trouva qu'ils étaient très volubiles, mais fut d'abord incapable de comprendre un traître mot. Il n'aimait guère d'ailleurs se servir de leur langage devant des étrangers. Il arriva par la suite à les comprendre un peu. Par exemple, il l'appelait Pima, où Pi désigne la fumée dans leur langue, et Ma, une personne. Celui à la fumée, en quelque sorte. Il le désignait sans doute ainsi parce qu'il leur apportait des cigarettes en chocolat. L'analyse montra Jespersen que leurs organes vocaux étaient tout à fait normaux. Un grand nombre de mots étaient de toute évidence du danois, mais avec des sons qui n'existent pas dans cette langue, un L-rock en particulier, ainsi que la tendance à finir les mots par P. Exemple de leur vocabulaire, bep, lait, ou bop, fleur. Les langues naturelles, on définit l'anglais ou le français comme des langues naturelles par opposition au langage logique inventé par les ordinateurs. Les langues naturelles ont aussi pour particularité singulière d'avoir une relation érotique avec ceux qui les parlent. D'où procède la littérature. Et celle-ci n'est pas une énigme mineure, puisque dans toutes les sociétés, sans exception, l'homme de lettres ou le conteur a le pas sur le scientifique ou l'artisan, alors que sa discipline semble gratuite. Et la littérature engendre ce phénomène singulier qu'on appelle le purisme, la quête d'une langue idéale inaccessible par définition. Jean-Claude Milner tente de définir cet inaccessible. Le puriste, lui, il a affaire finalement exactement au même point dans la langue que le linguiste. Simplement, ce qui l'en privilégie, c'est que ce point-là soit non représentable. Le linguiste, lui, privilégie, comme la science d'ailleurs, de façon générale, le fait que le réel, à quoi la science a affaire, que le réel puisse donner lieu à représentation. Le puriste, lui, vise ce réel, ou plutôt il le rencontre, en le reconnaissant à ceci qui ne doit susciter aucune représentation. Il ne peut susciter que des représentations allusives, ou qui le cernent d'une certaine manière, et qui en plus le cernent précisément comme ne donnant lieu à aucune généralité, à aucune écriture, à aucune consistance, une sorte de chasse à l'animal enchanté qui se définit comme se dérobant sans cesse, ce qui fait que le linguiste, en un certain sens, peut au moins considérer que telle représentation à laquelle il est parvenu est comme telle parfaite, consistante, cohérente. Pour le puriste, c'est évidemment tout à fait autre chose, c'est quelque chose qui est proprement, par définition, inachevé et défait. La question du point d'achèvement ne se posera jamais pour le puriste. Son cas est tout à fait singulier, et je crois que c'est là, vraisemblablement, qu'il entre dans la galerie des figures comiques. Parce que, précisément, il manifeste de manière absolument ouverte, et sans le masquer d'aucune manière, la cause de son désir. C'est-à-dire, il est comme l'avare de Molière. Car à la différence d'Harpagon, c'est depuis toujours que la cassette du puriste lui manque. Nul ne lui garantit qu'il détient la pureté de langue, cause de son désir. Nul, sinon peut-être un royaume des morts, ensemble inerte de citations, par quoi l'on convoque les auteurs à dire le pur. Alors que rien n'oblige un grammairien à lui-même appliquer la grammaire qu'il édicte, le puriste doit l'être dans la moindre de ses phrases. Initié à un grimoire, il en est le représentant sur terre et le premier disciple. Chaque fois donc qu'il parle, la déchéance le guette. Mais s'il y échappe, c'est qu'il a victorieusement franchi l'Achéron, en rapportant, Orphée moderne, une fleur que la lumière immédiatement flétrit, le pur comme tel. Telle est la première figure de l'amour de la langue. Le langage a pour registre le sens, contrairement à la science. On remarquera que la science se donne comme visée ultime une équation dépourvue de sens. Certains concluront que tout sens est par définition mensonge, puisque la science n'a pas de sens. En revanche, c'est par la langue que le sens vient au monde, c'est par la représentation que la langue se fait du monde, que l'univers prend son sens. Mais la représentation que la langue se fait du monde
n'a pas un rapport évident et nécessaire avec celui-ci. Robert Georgin. Eh bien, il faut se déprendre de l'illusion qu'une langue naturelle rende compte de la réalité du monde. Ce n'est pas la réalité qui façonne notre représentation du monde. C'est la langue qui façonne notre représentation de la réalité. Supposons par exemple qu'une langue connaisse seulement 2 couleurs, le bleu et le rouge, cela s'est vu, eh bien il y aura pour les gens habitant cette langue des bleus plus clairs ou plus foncés, des rouges légers, des rouges sombres ou tirant vers le bleu, mais il n'y aura pas d'autres couleurs, quoi qu'en dise le prisme. Et les rapports qu'entretient une langue avec la société qui la parle sont très subtils et très dialectiques. L'une trahit l'autre et vice-versa. Supposons par exemple le codage gustatif du français. Lévi-Strauss a attiré l'attention sur l'importance du codage gustatif. Le français connaît, au niveau du goût, une première grande distinction entre le sapide et l'insipide. Et puis, à l'intérieur du sapide, une seconde dichotomie entre le sucré et le salé. Vous me direz que ça va de soi, mais pas tellement, vous allez voir. D'abord, il existe au moins une société qui ne connaît que la différence entre le sapide et l'insipide. Elle range le sucré et le salé dans la même catégorie, celle du sapide. Et ensuite, pour revenir au français, parce qu'on observe que le sucré et le salé correspondent à des ordres de valeurs différents, comme à des catégories culinaires différentes. Vérifiez dans le littré. Du salé procèdent les condiments, le sel, l'ail, les épices, les fines herbes, etc., qui concernent la cuisine proprement dit, ce qui est cuit, rôti ou bouilli. Du sucré, vanille, cannelle, procède la pâtisserie. Pour la langue française, pâtisserie et cuisine ne se mélangent pas. L'une relève du sucré et l'autre du salé. Mais en revanche, voyez l'anglais, il distingue sans doute le sapide et l'insipide, il connaît aussi la différence entre le sucré et le salé, mais il en fait une catégorie unique, qu'il appelle le bittersweet, en français l'aigre doux. Le mélange du sucré et du salé est la base de la cuisine anglaise. Le français oppose le sucré et le salé, l'anglais oppose le bittersweet et l'insipide, c'est-à-dire que pour l'anglais, comme pour la population primitive mentionnée plus haut, le sucré et le salé appartiennent tous les deux à la même catégorie du sapide, opposé à l'insipide. La vérité, c'est que l'homme est prisonnier de sa langue, comme la langue est tributaire de la société qui l'emploie. La langue est le pacte qui lie par l'alliance ceux qui ont en commun l'exercice du même langage. Elle est le trésor des symboles que les hommes ont en commun. Elle est le plus important signe de reconnaissance et la pierre d'angle du symbolisme humain. Elle est pareille à la tessère que se passaient de main en main dans l'Antiquité les affiliés aux mêmes sociétés secrètes. Et elle est enfin ce qui la relie à l'intelligence, elle est ce qui fait s'évanouir le réel au bénéfice du concept. Narrer, enseigner, même décrire, cela va et encore qu'à chacun suffirait peut-être pour échanger la pensée humaine, de prendre ou de mettre dans la main d'autrui en silence une pièce de monnaie. L'emploi élémentaire du discours dessert l'universel reportage, dont la littérature exceptée participe tout entre les genres d'écrits contemporains. À quoi bon la merveille de transposer un fait de nature en sa presque disparition vibratoire selon le jeu de la parole, cependant, si ce n'est pour qu'en émane, sans la gêne d'un proche ou concret rappel, la notion pure. Je dis une fleur, et hors de l'oubli où ma voix relègue aucun contour, en tant que quelque chose d'autre que les calices sus, musicalement se lève
idée même et suave, l'absence de tout bouquet. Roman Jakobson. On ne peut pas nier que la pensée abstraite, au cours de l'évolution de la société humaine, a été très souvent, je dirais presque toujours, influencée par la structure du langage donné, le rapport entre la logique d'Aristote ou la logique du Moyen Âge et la structure du grec d'une part, du latin dans l'autre. C'est un fait bien connu. Un sinologue polonais, Chmielewski, a fait des observations remarquables sur le rapport entre la pensée chinoise, la logique chinoise et la langue chinoise. Nous ne pouvons pas nous séparer du fait que nous pensons dans une langue donnée et que toujours nous en sommes dépendants, même quand nous passons de notre langue parlée à une langue formalisée. Il y a eu un logicien qui a dit que c'est purement par hasard qu'on pourrait bien enseigner aux enfants comme première langue une langue formalisée. On l'a demandé si elle a fait cela avec ses enfants, non. Et c'est impossible. La communauté radiophonique des programmes de langue française vous a présenté Roman Jakobson, première émission, Il importe d'être linguiste, avec des déclarations de Roman Jakobson, Jean-Claude Milner et Robert Georgin. Les textes de Rémi Chauvin, Noam Chomsky, Jacques Lacan, Leibniz et Stéphane Mallarmé étaient lus par Guy Le Sire. Présentation Marcel Dossogne. La collaboration technique était assurée par Jean Balza, Paul Koujiak et Christian Nioul. C'était une émission de Robert et Rosine Georgin. C'était la première d'un hommage à Roman Jakobson en 14 émissions, diffusée la première fois le 8 octobre 1977 sur France Culture. À suivre, et d'ici là, à télécharger et réécouter sur le site de France Culture et sur l'application Radio France à la page des Nuits de France Culture.